Bienvenue dans ce dernier débat J-2 avant le second tour des élections législatives anticipées. Et la rédaction de RCI vous propose un dernier débat entre les deux candidats de la 4e circonscription. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Eddy. Bonsoir Elodie. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous. Un duel à l'échelle locale pour une élection nationale, on dirait un face-à-face entre deux représentants soutenus par des partis du socle de gauche à l'époque, on se souvient, le GIECR et la Fédération socialiste. Alors quelles sont les valeurs que défendent nos deux candidats dans un contexte politique bouleversé au plan national? De quelle gauche parle-t-on? Ils auront en tout cas l'occasion de s'expliquer ce soir. Alors au libéral, entre Jennifer Linon et Eddy Califert, ce sont deux visions et deux générations politiques qui s'affrontent. Exactement Eddy, et c'est un véritable combat déséquilibré qui s'annonce ce soir au vu des scores du premier tour de cette élection législative. Mais en politique, on le sait, aucune élection n'est gagnée d'avance. Dans le coin bleu, nous accueillons la nouvelle venue sur le ring des législatives, Jennifer la Tigresse Linon, soutenue par le GIECR. Elle a marqué les esprits avec un solide 21,86% des voix, prouvant bien que les électeurs de la circonscription ne se sont pas laissés séduire par le chant des sirènes du Rassemblement national. Linon est déterminé à déjouer les pronostics, ciblant son adversaire avec une détermination féroce, allant même jusqu'à le qualifier d'extrême gauche. Dans le coin rouge, nous avons le poids lourd du Parti socialiste, le député sortant de la 4e circonscription, Eddy le Placide Califert. Fort de son expérience et de ses victoires précédentes, il se présente avec une avance impressionnante de 36 points. Califert, bien connu pour sa combativité et ses positions fermement ancrées à gauche, a obtenu plus de 50% des voix au premier tour, mais les règles du jeu l'ont empêché de l'emporter dès le premier tour. Eh bien ce soir, nous sommes prêts à assister à un affrontement électoral sans précédent. Eddy Califert et Jennifer Linon se retrouvent face à face pour défendre leurs idées, Eddy, et convaincre les électeurs indécis. Merci Ronnie Bigal pour cette présentation. Bonsoir Jennifer Linon. Bonsoir, bonsoir Monsieur Planté, bonsoir Monsieur Béral, Monsieur Califert, bonsoir. Et surtout bonsoir à vos auditeurs, à ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux. Je vais, permettez-moi tout de même, adresser un salut particulier à la population du Sud-Bastère. Vous savez que Berry l'a frappé. Oui. Une nouvelle fois, nous sommes sinistrés dans le Sud-Bastère. Nous avons visité les pêcheurs. Je l'ai fait personnellement. J'ai visité aussi les familles de Rivière-des-Pères bouillantes. Je voudrais les assurer de tout mon soutien. Et maintenant, puisque c'est le propos, je vais surtout saluer et remercier l'ensemble de la population de la 4e circonscription qui s'est déplacée pour aller voter. Ce n'était pas chose facile. On n'attendait pas ce scrutin-là. Et remercier les près de 5000 électeurs qui m'ont accordé leur confiance et qui ont porté leur suffrage sur ma candidature. C'est mon premier combat politique. Je me dois de les remercier. Effectivement. Bonsoir Eddy Califert. Bonsoir à vous, M. Planté. Bonsoir M. Béral et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent là où ils sont, dans la 4e ou en Guadeloupe. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Avec Madame Jennifer Linon, nous venons passer une belle journée ensemble. Oui. On ne se lâche pas depuis ce matin. Écoutez, mon état d'esprit, et je dois vous dire que ce n'est pas pour plagier Madame Linon, mais nous sommes en période électorale, c'est sûr, mais nous sommes aussi en période cyclonique. Et nous avons dû, je prends les deux, mettre une petite interruption à notre, campagne pour visiter les territoires sinistrés du Sud-Bastère. Et vous savez, ce territoire-là, qui est frappé depuis quelque temps par les désordres climatiques, il est bien résilient. Mais il faut que nous sommes des élus, et être auprès de la population, non seulement pour la réconforter, mais pour encore s'imprégner des difficultés qu'elle peut vivre, et aussi, pointer du doigt encore ce que peut-être d'aucuns ne comprennent pas, que ce territoire-là a besoin d'un aménagement résilient. En tout cas, c'est une élection législative qui se prépare sur un deuxième tour dans un contexte politique national particulier, mais difficile. J'aime à dire que c'est la première fois depuis 58 que la République se trouve dans presque une impasse. Presque une impasse, mais il faut encore attendre. Là. Et permettons de saluer les électeurs, tous les électeurs guadeloupéens qui ont fait l'effort, et particulièrement les 12 617 électeurs et électrices de la 4e circonscription qui m'ont accordé au suffrage. C'est signe qu'ils ont
vu, qu'ils ont entendu et qu'ils pensent que je suis en capacité, malgré mon temps politique, sur la scène politique, d'aller encore et de les servir. C'est mon leitmotiv, servir à la population du mieux que je peux. Élodie, on attend également des questions des internautes, sans doute de côté de la 4e circonscription. Oui, je vous le rappelle, nous sommes en direct sur Facebook, mais également sur ex-Twitter, où les internautes peuvent nous écouter ce débat et aussi poser leurs questions par écrit, des questions que je me chargerai de vous transmettre. Idem pour les réactions que nous recevrons sur WhatsApp au 06 90 11 11 10. Et puis, comme nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux afin de vous aider à faire votre choix, sachez que vous pourrez retrouver du contenu inédit avec nos candidats sur Instagram, TikTok et YouTube dès la fin de ce débat. Parfait. En attendant que vos questions, en quelques jours de ce second tour des législatives, nous sommes dans l'incertitude, vous allez le reconnaître, politique la plus totale. Difficile de dire ce soir quel groupe politique prendra le pouvoir entre le Rassemblement national, le Nouveau Front de gauche, les Républicains ou encore la majorité présidentielle. Dans ce paysage politique des plus fragmentés et complexes, on pourrait s'attendre à tous les scénarios pour gouverner et pour lancer ce débat, Rony. C'est l'occasion pour nos deux candidats de clarifier aussi leur positionnement politique dans ce contexte un peu particulier. Exactement, et justement, je vais m'adresser à vous, Jennifer Linon. Si vous êtes élu député, où allez-vous siéger? Merci. Vous dire que dans le cadre de ces élections, je me suis affirmée. J'ai démontré un engagement pour affirmer mes valeurs et mes idées. Vous dire que je ne cautionne pas ce qui se passe à l'échelle nationale. Vous dire que je suis contre ce chaos. Il y a une guerre de pouvoir, une guerre de communication et je m'insurge contre cela. Vous dire que du haut de mes 36 ans, avec toutes mes forces et mes faiblesses, je veux mettre la Guadeloupe avant tout. Aujourd'hui, je n'entends pas, et je le dis avec fermeté depuis le début de la campagne, je n'entends pas qu'il puisse avoir des éternelles coalitions qui, le lendemain des élections, ne fonctionnent plus. C'est pour cela que dans ma profession de foi, et que je le dis également tous les jours, je veux siéger au sein de groupes de députés ultramarins et autres, en tout cas indépendants. Oui. Je ne veux pas entendre parler de coalition. Le Nouveau Front de gauche, vous êtes loin de ce mouvement, de ce groupe politique? Mais pas question d'adhérer à ce groupe? J'ai envie de vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, dans le cadre du deuxième tour, me donne raison. Personne ne m'attendait au second tour. C'est vrai que c'est ma première fois, pourtant je le fais. J'y vais. Mais j'ai affirmé quelque chose et je m'y tiens. Vous dire que je ne comprends pas. On a fait des élections. Personne ne les a décidées. Le président de la République a décidé de faire des élections. Il y avait donc le Front populaire qui est venu. Mais surtout vous dire que c'est une coalition et demain, on ne sait pas en fait ce que ça va donner. Vous dire surtout que aujourd'hui, dans le cadre du second tour, il pouvait y avoir des triangulaires. Or, eh bien, je vois que le Front populaire qui décriait la majorité présidentielle est déjà en train de faire alliance. Ça veut dire aujourd'hui quoi? Que ce qu'on refusait, qu'on fustigeait hier est d'actualité aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire que peu importe le gouvernement, et je dis chiche, peu importe l'Assemblée nationale, peu importe la Chambre qui va justement siéger, c'est la Guadeloupe avant. Samedi soir, vous disiez, Jennifer Linon, que vous étiez venu combattre les extrêmes. Exactement. Extrême droite, extrême gauche. Est-ce que vous considérez votre adversaire politique ce soir, Élie Califert, comme faisant partie de l'extrême gauche? Je ne parle pas de l'homme. Je parle du positionnement que je n'entends pas aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition qui vient de toutes parts. Alors aujourd'hui, on me dit que c'est pour faire barrage au Rassemblement national. Soit, mais demain, le Rassemblement national ne va pas s'effacer. Il sera encore présent. Il sera encore présent et demain, il va falloir gouverner. Il va falloir gouverner. Il va falloir, avoir une majorité, absolue ou pas. D'accord? Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on affirme notre identité envers les Guadeloupéens, singulièrement la 4e circonscription, et leur dire que je ne vais pas pour un parti national. Plus que jamais. J'ai entendu, ça me flatte, merci beaucoup. J'ai entendu, qu'on me qualifie de tigresse, on m'a qualifié également de guêpe. Moi, c'est la Guadeloupe avant tout. Peu importe ce qui va se passer, dès lors que les intérêts des Guadeloupéens seront présents, c'est mon objectif. On ne peut pas être isolé à l'Assemblée nationale non plus. Alors non, je ne parle pas d'être isolé. Je ne parle pas d'être isolé. Et monsieur, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous connaissez le groupe LIOT, par exemple. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Liberté, Indépendance, Territoire d'Outre-mer. Justement, il y a un internaute qui demande est-ce que vous allez siéger avec LIOT? Assurément.
c'est une perspective qui est très envisageable. En tout état de cause, vous ne me verrez pas avec le Front populaire, qui, en réalité, aujourd'hui, c'est le PS, avec la majorité présidentielle, qui est en train de faire... Alors, je sais pas, je suis en bonne Guadeloupéenne, je pourrais dire manger cochon, mais je ne peux pas accepter ça. Parce que vous avez, c'est ça aussi de guérir la fracture politique. Vous dites à la population, votez pour moi, parce qu'on en a assez de Macron, on en a assez de ceci, on en a assez de cela. Et le lendemain, quand vous faites une coalition avec d'autres personnes, c'est parce qu'on a négocié des choses derrière, hein, c'est parce qu'on cherche une majorité. Donc, qu'est-ce qu'on dit demain à la population? Elie Kalifer, en cas de coalition nationale, donc est-ce que vous allez faire partie justement de ce grand front dont on parle beaucoup, à savoir les LR, certains, des membres de Ensemble, la majorité présidentielle, voilà, des membres d'Ensemble, donc la majorité présidentielle et le Front populaire? Écoutez, je redis encore que nous sommes dans un contexte particulier. Et il y a, disons, des réflexes, disons, contextualisés. Ce n'est pas un manger cochon, ce sont des hommes et des femmes responsables du pays France qui essaient de faire en sorte que la France ne connaisse pas, disons, l'arrivée du Front National, parce que la France a bonne mémoire, la République a bonne mémoire de tout cela. Donc je pense que cette élection-là nous dépasse ce que nous sommes et nous oblige à trouver des solutions au-delà des arrangements. Et ce qui peut se pointer là, c'est peut-être un gouvernement d'union nationale. Moi, je ne sais rien pour l'instant. Il faut attendre les résultats du deuxième tour. Et on verra. Ce qu'on sait déjà, c'est que on aura beaucoup de quelques difficultés à obtenir un groupe lyotte à l'Assemblée nationale qu'il faut 16. Et ils ont déjà perdu quelques-uns en chemin. Il faut 15, pardon. Et il faut déjà, ils ont déjà perdu quelques-uns en chemin. Je ne sais pas. En tout cas, le groupe lyotte n'est pas un groupe d'outre-mer. Il faut le GDR a plus d'ultramarins que Lyotte. Moi, je suis apparenté socialiste depuis, disons, mon entrée en politique. Je ne change pas. Et je serai pour l'intérêt de la France, je suis là toujours, mais particulièrement là où on positionne les intérêts du pays Guadeloupe. Je peux pas faire autrement que cela. Ce n'est pas maintenant que je vais... Donc les intérêts de la Guadeloupe, selon vous, passent par une coalition, majorité présidentielle, LR, centre... Je ne sais pas quelle coalition qui sont... Moi, je parle de gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas... C'est ça. Bon, c'est ça, je m'en adapte dans les résultats pour voir. Après, il y aura un accord politique, si vous préférez. Il faut un accord politique, ou bien on dissout l'Assemblée nationale à nouveau. Parce que si on ne trouve pas de majorité... Non, mais je vous dis, il faut dissoudre encore, si on veut trouver un truc. Il faut bien trouver un accord politique. Ou bien on continue à fonctionner avec 49.3. La Constitution de 58 permet des choses. Mais enfin, quand même, il faut permettre à l'expression populaire, démocratique, de pouvoir fonctionner. Moi, je pense que là, il est de la responsabilité historique des leaders politiques de s'accorder, sans se compromettre, mais dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt du pays France, parce que, et Guadeloupe singulièrement aussi, comme nous sommes toujours dans l'espace. Et quand nous sommes députés de la nation aussi. On va l'oublier. Quand Emmanuel Macron dit désistement d'accord, mais pas question de gouverner avec la France insoumise, qui fait partie de ce nouveau Front populaire, que dites-vous? Le président a donné sa parole. Il appartiendra au nouveau Front populaire qui s'est organisé avec les leaders parisiens de s'accorder sur ce qu'ils feront. Ce que je souhaite, c'est que il faut qu'il y ait une majorité alternative. Moi, c'est un peu mon combat que je porte toujours. Je peux faire, disons, la politique avant la fin. Moi, je souhaite une nouvelle majorité alternative. Les choses sont compliquées, vous l'avez dit, sont difficiles, mais si la France pouvait s'offrir avec comment dirais les outre-mer, dans le cadre de cette élection-là, une majorité, ce serait mieux pour tout le monde. Autrement dit, il faut qu'on s'accorde. Elie Kalifer et Jennifer Linon, je vous ai entendu tout à l'heure saluer, en tout cas avec un message de sympathie, la population du Sud Basse-Terre fortement impactée par la tempête, enfin on va dire la tempête pour nous, Beryl. Mais j'aimerais vous entendre sur justement la protection du littoral face à ces phénomènes climatiques. Est-ce que vous, Elie Kalifer, je m'adresse à vous, quelles actions concrètes vous proposez pour protéger ce littoral guadeloupéen des ouragans et des autres phénomènes climatiques extrêmes? Nous sommes là dans un vrai sujet. Et je disais à Madame la Première ministre Borne il y a quelque temps que nous parlons de réchauffement climatique, nous parlons de retrait de côte, mais c'est une réalité. Et en 100 ans,
j'avais interpellé Madame la ministre pour qu'il y ait un fonds spécial de résilience territoriale. Pour pouvoir, il faut penser à ça maintenant, pour réaménager, sortir les gens qui sont, disons, sur la côte et réaménager la région, le département ne sauront faire ça seul. Donc, nous sommes un peu déjà dans ce temps-là. Et ça, je pense, ça urge maintenant. Donc, il faut, disons, qu'un gouvernement se saisisse et mettre des dotations à la disposition du territoire pour pouvoir préserver ces familles-là. Donc, vous voyez, on était déjà pas dans l'anticipation, mais ça fait quelque temps qu'on sent cela. Il y a un début de travaux sur Petit-Bourg, mais sur Rivière-des-Pères. Et là, il y a manifestement quelque chose à faire. Je ne parle même pas, disons, des brises-lames qu'on pourrait faire. Bon, parce que, d'après les techniciens, ça coûtait un peu cher, la plateforme continentale, mais il faut un fonds de résilience, d'aménagement résilient du territoire, chose que nous avions déjà demandé. Et si nous sommes reconduits à l'Assemblée nationale, ça va être notre combat avec l'ensemble des forces politiques du pays Guadeloupe. Je pense qu'il faut travailler dans l'union pour ce pays-là, et pas chacun cherchant à aborder un tel ou tel ministre, mais ensemble on doit y aller pour faire entendre ça. Jennifer Linon, comment vous comptez renforcer justement la résilience des personnes, mais également des infrastructures côtières et donc face à ces changements climatiques? Merci. D'abord, je voudrais dire une chose, parce qu'il faut éviter toute confusion. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on fait un accord politique, une coalition politique avec LFI, avec le PS, avec Écologie Les Verts, et dire on s'accorde ensemble, mais on gouverne sans vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous avez fait une coalition, c'est après, par la suite, il faudra gouverner ensemble. On n'a pas le choix. C'est vert ou c'est blanc. C'est blanc ou c'est noir. On ne peut pas dire que c'est en demi-teinte. Il ne faut pas tromper la population. Deuxième chose, sur la protection du littoral, moi, je pense qu'il faut véritablement avoir des règles en matière d'urbanisme. Ça va beaucoup plus loin que ce fonds, que cette résilience. Aujourd'hui, quand j'ai rendu visite, par exemple, au marais pêcheur de Vieux-Fort, je voyais toute une falaise qui risquait de dégringoler sur des personnes comme vous et moi, ou en tout cas sur des bateaux. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? C'est premièrement éviter ce millefeuille administratif. Chaque fois que la région, chaque fois qu'une commune, chaque fois que le département veut faire une action, il faut toujours demander des autorisations au niveau de l'État. Vous connaissez l'ADEAL et les autres. Il y a toujours des difficultés à avoir des solutions pérennes et stables pour le pays. Au-delà du financement, il faut que les procédures soient adaptées. Et je regrette d'ailleurs, je regrette que le député sortant n'ait pas voté la commission d'enquête sur les risques naturels dans les Outre-mer. C'était il y a quelques mois. Il faut que la Guadeloupe soit au rendez-vous. Il faut que nos députés soient au rendez-vous. Donc oui, pour les subventions, oui pour l'accompagnement financier. Mais si vous avez l'argent et que vous n'avez pas les procédures, ça ne sert à rien. Donc désormais, il faut un véritable plan en matière d'urbanisme. Et nous en avons parlé. Je fais une parenthèse très rapide. Mais lors du congrès des élus, nous en avons parlé. Dire que moi, je voyais le congrès de très loin. J'ai 36 ans, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a des choses concrètes qui doivent avancer. Si, nous, les mairies, nous, les élus locaux, nous n'avons pas le pouvoir, comment faire? Il faut véritablement taper du poing sur la table et demander qu'il y ait une législation particulière dans ce domaine-là. Donc il faut changer de cadre politique. Il faut changer de cadre politique, mais il faut surtout avoir également les procédures qui soient adaptées. Trop de millefeuilles administratifs, monsieur. Oui, mais je reviens une nouvelle fois sous le contexte politique particulier au plan national. Est-ce que dans ce contexte-là, nos régions ne seraient pas les oubliés de la République par rapport à ce paysage politique fragmenté, Elie Califert? Vous êtes député sortant. C'est ce que je vous disais. Mais permettez-moi quand même. Bon, oui. On est dans une élection, il faut faire toutes sortes de désinformations. Bon, la commission d'enquête, c'est moi qui ai défendu pour le parti la commission d'enquête sur, disons, les risques majeurs. Je suis même membre de cette commission. Mais il faut du concret aussi. Bon, mais la commission d'enquête, je vous dis, mais quand on dit à pas voter, écoutez, non. Ce que je veux dire pour répondre à votre question, et quand on ne vote pas, le groupe est là, maintenant. Je pense que nos territoires, monsieur Biral, même lorsque on n'est pas en contexte difficile, nos territoires, pour peu importe le gouvernement, peu importe, je dis, peu importe, nos territoires, il faut batailler ferme pour faire entendre nos territoires.
C'est un paquet, moi, très tôt, je le sais depuis que je suis en politique, j'avais écrit aux différents présidents pour qu'on agisse ensemble. Et on l'a fait au niveau du CIOM. On l'a fait ensemble, on l'a préparé, et je peux vous dire que là, nous avons surpris le ministre. Et si nous pouvions le faire, souvent, et tout le temps, on pourrait obtenir des choses, parce que ils ont une perception de nos territoires qui est particulière. Ils n'entendent pas nos besoins, qui ne sont pas des demandes, ils n'entendent pas la singularité et les vulnérabilités de nos territoires. Ça, il faut pouvoir le faire entendre. Et en période, enfin, je vais dire de vache maigre, parce que avec un pays qui est endetté à la hauteur que vous savez, un pays qui aura des difficultés, disons, depuis certainement politiques, je ne sais pas, j'attends pour voir. Je crois que la Guadeloupe devrait s'accorder. Et c'est à ce moment-là que les expériences du terrain, comme l'expérience du jeu politique, comme l'expérience des administrations, est nécessaire pour voir. Donc, vous dites que la jeunesse de Jennifer Lino ne suffit pas. Je parlais de l'expérience politique. Madame Jennifer Lino, elle a une expérience. Moi, j'ai une expérience de gestion du territoire. Forte. Oui. Forte. Dans un territoire qui est très vulnérable. Et nous avons une CDPNAF. Mais tout le monde partage le point en Guadeloupe. Une CDPNAF qui, lui, et la DIAL, vous savez comment la DIAL tenait les plans d'urbanisme d'un territoire. C'est supportable, ça. On a tenté de faire passer un texte l'autre jour pour pouvoir changer la polarité de la constitution de la CDPNAF. Avis simple au niveau national, et pour nous, c'est un avis conforme. Donc, c'est un combat qui vous attend si vous êtes élu. Eh bien, assurément que c'est un combat. J'ai répondu à votre question avec honnêteté, mais avec connaissance de cause. Vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de millefeuille, oui, eh bien, quand il faut valider le plus, nous avons trop, eh bien, d'organismes qu'il faut, eh bien, consulter, ou bien il faut des avis favorables, des quitus. Non. Nous devons, eh bien, pouvoir décider par nous-mêmes. Si vous voulez mettre en place un développement économique, nous sommes sur une île. Si vous n'avez pas de développement rural, de développement touristique, comment faisons-nous? L'aménagement du territoire, c'est lié. On ne peut pas faire comme si, eh bien, toutes les choses, enfin, il y a des œillères. Ce n'est pas compartimenté. Quelle est votre vision, justement, du futur de la Guadeloupe et quelles réformes institutionnelles vous êtes prête à soutenir? Alors, sur cette élection, j'ai été très clair. Il y a un chantier qui nous attend, s'agissant de la Guadeloupe. Néanmoins, il y a 3 axes qui me tiennent à cœur. C'est premièrement la continuité territoriale. Et là, je veux parler peut-être singulièrement de la mobilité territoriale. Vous dire que je n'entends pas comment un Abyssois ou un Bastérien, eh bien, devrait avoir à supporter 2500 € de billets parce qu'il doit partir maintenant. Aujourd'hui, c'est une période assez haute, c'est une haute saison, il doit aller à Bordeaux, par exemple. Vous dire qu'il n'est pas normal qu'ici, en Guadeloupe, nous supportions une taxe ferroviaire que nous devions verser au niveau de l'État. Pourquoi la solidarité nationale nous devrions nous la supporter? Nous n'avons pas de train ici, en Guadeloupe. Vous dites que c'est un combat. Tout de suite, il faut pouvoir demander à l'État, donc c'est une proposition de loi, pour la suppression de cette taxe. Et vous verrez que mécaniquement, le prix du billet va diminuer. Ensuite, comment je vois le pays? C'est la santé. Moi, je suis dans une circonscription rurale. L'obésité, la drépanocytose, tous les cancers de la prostate, c'est pas suffisamment, il n'y a pas de prise en charge suffisamment importante. Je me suis battue et je suis fière de cela pour qu'on puisse avoir notre scanner au CHBT. Il a été inauguré, je crois, il y a quelque temps. Mais c'est aussi le travail de députés de taper du poing sur la table pour donner l'agrément à l'ARS. Il faut que les députés soient là, qu'ils soient présents, qu'ils soient aux côtés des collectivités. Voilà ce que je veux dire ici. Et là, vous voyez que je ne suis pas dans une attaque personnelle. Je fais un constat et je porte mes idées. Statu quo ou vous êtes pour une vraie évolution institutionnelle de la Guadeloupe? Je suis pour une évolution institutionnelle. J'ai voté pour. J'étais présente au Congrès. J'ai voté pour l'évolution institutionnelle, l'évolution statutaire. En l'état actuel, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, eh bien, qu'on en parle. Nous avons décidé de franchir le pas. Et je vais vous assurer que ça va être encore long. Je pense que mes enfants auront le temps d'être majeurs. Et mes enfants sont petits. Eh bien, le temps que ça se mette véritablement en place. Elie Califert, quelle est votre vision de l'évolution institutionnelle et statutaire de la Guadeloupe? Voilà. Il y a 2 choses. Hein. Il y a un pays qu'on doit développer. Et un pays qu'on doit diriger. Donc ce pays-là,
j'en ai parlé déjà, si vous suivez l'actualité, et je crois que vous la suivez, avec, vous la suivez, mais pas l'actualité, hein, je veux dire, les rencontres qu'on peut avoir bilatérales avec les ministres. Il va falloir interroger très fortement tous les dispositifs de défiscalisation que nous avons ici au pays depuis quelque temps. Pour savoir est-ce que ça porte, pour regrouper tout cela et réinterroger et mettre en place un véritable plan de développement, un plan pluriannuel de développement pour le pays. On ne peut pas continuer ainsi à coup de défiscalisation et finalement il y a un phénomène de rente et le pays ne se développe pas, le pays ne crée pas d'emploi. Donc une espèce d'audit de tout cela, ce qu'on avait obtenu avec Arenco un peu, mais il a dû s'en aller, car ce pays-là a un potentiel terrible. Un pays qui doit programmer son développement économique et culturel à partir de ses potentialités, avec sa richesse en biodiversité marine et naturelle, et faire en sorte que le pays puisse se gagner en confiance par le travail. La gouvernance, moi, depuis, disons, des lustres, je suis pour une évolution de la gouvernance. Comme je l'ai dit au président Losbar, moi je suis pour une évolution, mais une évolution qui porte un peu plus le bonheur au pays. Plus de bonheur, pas que le pays soit dans une précarité, comme disait un économiste guadeloupéen, il ne faut pas qu'on ait la coquille et des difficultés pour vivre. C'est pour ça que je dis, la politique à petits pas. Le millefeuille, il n'y a pas de souci pour moi pour cette affaire-là. Pas de souci. Il y a un petit territoire. Il y avait 400 000 habitants à l'époque. À l'époque où nous avions, comment dirais-je, le département et la région, du temps de Frédéric Jalton, nous étions déjà pour une assemblée unique. On ajoute les communautés d'agglo, eh bien, on trouve maintenant que c'est compliqué. On va vers moins de 300 000 habitants, 272 000 habitants. Bon, il ne faut pas régler ça. Une série d'agglos et de communautés sur un petit territoire. Ça mérite un peu de rationalisation. Mais après, vous avez dans le pouvoir, là où je peux avoir une différence, là, différenciation, c'est regarder jusqu'où on peut arriver sur la norme. Un fiscal nous avait dit, écoutez, faites attention. Sur la fiscalité, regardez cela. Sur l'aménagement du territoire, ce que Mme Lino disait, faut justement. Mais il faut quand même qu'on puisse protéger le territoire. Donc il faut qu'on ait des élus ayant suffisamment de cran pour ne pas accorder des permis par-ci par-là en fonction d'un vote. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers la responsabilisation dans la gestion au quotidien. Moi je n'ai pas de souci pour ça. Mais il faut c'est la partie, on va dire, jusqu'où on va tout de suite. Qui peut me poser problème. Vous êtes prudent sur la question. Oui, je suis. Mais pour le millefeuille disparaisse. Si vous me permettez. Oui, tout rapidement. La prudence, oui, mais il faut aussi de l'audace. Il faut de l'audace, c'est-à-dire l'évolution institutionnelle pour reprendre l'expression de M. Califère, pour porter du bonheur au pays. Ben, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est agir, c'est faire des résolutions. Porter le bonheur au pays. Pour moi, ça n'a pas... Ça transpire quoi? Moi, je suis pour une évolution institutionnelle et statutaire, mais je suis pour qu'on puisse, flécher les compétences où nous voulons avoir plus, justement, d'autonomie. Quand on parle de défiscalisation, il faut y retourner. Mais c'est quoi? C'est la défiscalisation sur les investissements productifs, les investissements locatifs. Il faut l'écrire. Moi, député, je me projette. Mais vous l'êtes déjà. Il faut me dire, voilà, Madame Linon, bien Jennifer, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'envisage de faire. On ne peut pas se dire, il faut une évolution pour le bonheur du pays. Le bonheur, c'est quoi? Il n'y a pas de définition, en tout cas, politique, ni institutionnelle. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Les électeurs, il y a une certaine défiance vis-à-vis du pouvoir politique parce que, justement, on est trop prudent. Il faut qu'on sache aussi prendre des coups. Peut-être que nous allons tomber, peut-être que ça ne va pas passer du premier coup, mais il faut y aller franchement. Ce qui a sur cette partie-là, c'est de la responsabilité. On ne met pas un territoire n'importe où sans avoir mesuré. On a fait un travail, je dis politique, mais le vrai travail, je veux dire, d'expertise n'est pas encore réalisé. Ça, c'est mon point de vue. N'est pas encore réalisé. Et là, c'est ce travail-là qu'on doit faire pour pouvoir caler bien jusqu'où on va arriver. Question. On ne parle pas comme ça parce que c'est un slogan. Non. Question de nos éditeurs. Oui, question sur WhatsApp pour Madame Linon. Alors, vous disiez que vous pensez siéger avec Lyotte. La personne demande qu'est-ce qui différencie le Front de gauche d'Ensemble pour la République et de LR? Quelles sont leurs idéologies, en fait? Où positionnez-vous finalement le groupe Lyotte?
Mais l'IOT, c'est un... Alors, quand on est à l'Assemblée nationale, on cherche une chambre qui va pouvoir, eh bien, justement, légiférer. Quelle est la différence entre LR, entre Front Populaire, entre LR et le PS? C'est que l'IOT a décidé de ne pas s'associer à ces coalitions. Voilà ce qui fait la différence. Mais je pense que l'internaute veut savoir si c'est un groupe qui est plutôt de gauche, de droite, ou le placer sur l'échiquier politique. Alors, c'est un groupe qui est indépendant. En fait, c'est une coalition de plusieurs personnes qui ont une sensibilité, pour les Outre-mer, pour l'indépendance et pour tous les territoires. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs des députés qui ne sont pas forcément des Outre-mer, mais qui défendent les intérêts, de la population avant tout. Parce que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et tout à l'heure, ça m'a un peu, je l'ai entendu. Alors, je suis pour. Pas d'extrême droite. On est d'accord avec ça. Néanmoins, je suis profondément affectée et vous allez voir où je veux en venir. Quand on me dit aujourd'hui qu'on n'a pas voté une loi qui prévoyait la prise en charge intégrale du cancer, des soins, s'agissant du traitement du cancer du sein, parce que c'est le Rassemblement national qui a porté la loi. Alors, ici, où est l'extrême? Où est le danger pour la nation? On veut prendre en charge, des personnes qui souffrent, des personnes qui décèdent. Alors moi, je vais être loin de tout ça. Vous dire que chaque fois qu'il faudra faire un barrage, quand il s'agira de racisme, d'extrémisme, de xénophobie, je serai au rendez-vous. Je n'ai jamais manqué ces rendez-vous-là. Par contre, chaque fois qu'il faudra défendre les intérêts des Guadeloupéens, je serai présente. Alors pour vous répondre, vous dire que je n'ai pas besoin d'être à gauche ou à droite. L'IOT est un groupe déterminé, c'est un groupe affirmé qui vote des lois dès lors qu'il y a des intérêts. Ne me parlez pas des extrêmes parce qu'en réalité, ça n'a plus de sens. Et j'espère que l'internaute aura compris mon propos. Vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une guerre de pouvoir et la Guadeloupe ne peut plus souffrir de tout cela. Évoquons à présent un sujet de campagne et d'actualité, c'est l'immigration qui s'est invitée à cette campagne des législatives. Est-ce que vous êtes, pour ramener ce discours à ce dossier à la Guadeloupe, à notre région, est-ce que vous êtes pour la préférence locale, à l'embauche, au logement? Est-ce que vous êtes favorable à ça, à cette idée, Elie Califert? Bien sûr, moi je suis favorable, mais vous savez, dans l'état actuel, disons, de notre... la réglementation, ça n'est pas permis, c'est permis pour notre territoire, de notre mais je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Oui. Parce que ça devient quand même assez insultant de voir même en préfecture, les standardistes viendraient d'ailleurs, les cadres aussi viendraient d'ailleurs. Et je crois même aussi à Jarry. Vous rapprochez aussi dans cette partie là aussi. Mais quand c'est le Rassemblement national qui le dit, on dit que c'est un parti raciste. Je veux dire, pour la préférence locale, nos enfants doivent pouvoir revenir chez nous. Moi, je le prends. Il n'y a pas, quand je le dis, il n'y a pas de préjugés. C'est ça le problème. Il n'y a pas de préjugés. Moi, je parle pour notre pays où nos enfants n'arrivent pas à revenir. Les enseignants n'arrivent pas à revenir. On est soumis souvent, on est interpellé pour des enseignants qui n'arrivent pas à revenir. Ça, c'est important pour nous qu'il y ait une préférence. Mais le droit... Dans ce cadre politique, ce cadre juridique actuel, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui. Donc il faut évoluer, il faut que faire. Je vous dis, je vous ai dit, monsieur Planté, je vous ai pas dit que je suis contre. Je dis là où il faut. On a un premier plan qui est politique structurel. Oui, dire mon problème avec les comment dirais-je, les communautés, il faut un truc simple. Bastel quoi alors? Bastel a perdu son statut de chef-lieu. Quand on dit ça, là, il faut un centre fort. Écoutez, il y avait un aménagement territorial pour le pays, Sainte-Rose. Bon, je vais revenir à votre question. Écoutez, sur cette partie de retour au pays, et ça, moi, je pense pour que les gens reviennent au pays, ça ne pose aucun problème. Mais il faut qu'on puisse mettre ça dans la loi aussi, mais les textes ne le permettent pas. Mais je suis d'accord pour qu'on ait des gens qui reviennent chez nous, parce que à force de faire en sorte que les gens, nos enfants, comment dire, nos amis ne viennent pas, on va perdre, comment dire, notre origine, notre diversité culturelle. On va perdre cette richesse-là. Moi, je le dis très, très sincèrement, mais c'est pas un préjugé racial. Mais je dis qu'il faut qu'on puisse entendre cela dans les trucs parisiens. Et on l'a rencontré. Vous accepteriez que quelqu'un du Rassemblement national dise la même chose face à vous? C'est le même propos. Je suis pas gêné parce que j'ai pas de préjugés sur ça. Je ne dis pas tout le monde, hein. Je le fais pas à la porte. Mais quand même, il faut regarder que nos enfants ne reviennent pas.
Et quand il faut postuler, ce sont pas nos enfants qui reviennent. Donc, mais j'ai pas de préjugés grâce à nous, le blanc, noir. Ça peut être monsieur Linière qui revient chez lui. À ce propos, on a un internaute sur WhatsApp. Monsieur Linière, je sais pas qui encore. Oui, à ce propos, on a un internaute sur WhatsApp qui dit mais comment ça se fait qu'un agent qui a été formé dans votre commune pendant 5 ans soit obligé aujourd'hui pour exercer son métier de repartir dans l'Hexagone. En gros, la personne dénonce le fait que les retours au pays ne soient pas si valorisés que ça et qu'on ne protège pas les personnes formées au local. J'ai fait savoir à la gouvernance de la commune que je suis pas d'accord. Mais je suis pas maire de la commune. Je suis pas maire de la commune. À nouveau. Après, il faut regarder si c'est un problème de détachement. Je suis pas d'accord. J'ai fait savoir ça aux élus, mais je suis pas élu. Parce que la mission que je mène, j'ai bien dit la mission que je mène avec le député Giovanni William, c'est bien de faire en sorte comment on peut faire revenir les gens. Et quand nos enfants reviennent, qu'ils se mettent au service du pays pour construire ce pays-là. Moi, alors, je suis clair sur ça. Une personne qui peut savoir que moi, je ne suis pas d'accord, mais j'ai ma position citoyenne et ma position, on va dire, d'élu national qui défend et qui milite pour le retour. Et quand quelqu'un est déjà ici, la personne s'organise pour donner le meilleur résultat, comment dire, très efficiente, et ça doit s'accorder. Je suis pas, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Madame Linon, est-ce que vous êtes pour cette préférence également locale à l'embauche et puis de manière générale, quelle est votre vision de l'immigration? Comment mieux contrôler également la politique migratoire? Oui, comment? Je suis favorable à compétences égales. Je suis pour la préférence guadeloupéenne. Je n'ai pas de difficulté là-dessus. Et s'il faut le voter au niveau de l'Assemblée nationale, je le vote. Et j'ai entendu ce matin M. Califère me dire, je ne vote pas dès lors que c'est le Rassemblement national. Je dis non. Quand c'est bon pour le pays, et vous l'avez dit, je le vote parce que mes intérêts, les intérêts des Guadeloupéens sont présents. Mais à ce propos, il y a un internaute qui ne comprend pas que vous soyez contre les extrêmes, mais que vous soyez prêt à voter une proposition de loi d'un parti d'extrême droite. Mais attendez, il y a la forme et il y a le fond. Chaque fois qu'il y aura, des lois qui seront sur du sexisme, sur de la xénophobie, du racisme, ce sera nous. Ce sera nous. Mais attendez, quand on me parle du cancer du sein, alors sous prétexte que c'est le Rassemblement national, je ne vais pas, c'est bon pour mon pays. Nous savons quand même faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Nous ne pouvons pas avoir des droits de veto, en tout cas des vétos qui sont systématiques. Aujourd'hui, j'entends même des gens parler, de la 6e République. Il faut qu'on sache avancer aussi. Il y a des positions sur lesquelles nous sommes fermes. On ne va pas transiger avec cela. Parce que j'ai été une étudiante en France hexagonale. Je sais de quoi nous pouvons souffrir aussi. Je le sais. Mais aujourd'hui, je suis aussi une femme mûre et je sais de quoi mon pays a besoin. S'agissant de l'immigration, je suis pour l'immigration contrôlée et régulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ignore pas que nous sommes dans un bassin caribéen. Et je n'ignore pas non plus ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Où est-ce que nous sommes allés chercher des médecins? Où est-ce que nous sommes allés les chercher? Qu'on se le dise franchement. C'est à Cuba, par exemple. Et là, nous devons, dès lors qu'il y aura une condition ferme s'agissant du travail, et que ça peut apporter du sens au pays, ça peut faire avancer le pays, moi je suis d'accord. C'est important quand même qu'on puisse se le dire. Par contre, chaque fois qu'il y aura une compétence guadeloupéenne, il y aura la préférence guadeloupéenne. C'est très simple. Sur l'immigration, si vous permettez, nous avons des textes législatifs qui sont en vigueur et qui peuvent convenir parfaitement à la situation. Il faut que l'État mette les moyens. Il faut aller plus loin. Et l'immigration de notre pays aussi n'est pas un pays qui pourrait accueillir au-delà de ses possibilités. Il faut pouvoir le dire à un certain moment. Ça, c'est pas... Il y a un moment, il faut assurer l'inclusion des personnes. Il y a un temps, on accueille. Parce que moi, dans notre ville, partout, on a des amis qui, leurs grands-mères sont arrivés, ils sont bien ancrés dans le pays, bien inclus. Il faut ce temps d'adaptation. Vous dites qu'on entre trop facilement ici. Écoutez... Monsieur Planté, vous le savez quand même, vous le dites certaines fois quand même dans vos analyses. On entre, c'est pas surveillé, il n'y a pas de radar, on n'a pas les moyens. L'État doit se donner les moyens de surveiller notre pays. On l'a fait savoir aussi. Et maintenant, il y a un plan, grand plan, on va déployer. Nous étions sur une coopération interrégionale tout récemment, le mois de mai peut-être là, ou avril. On l'a fait savoir aussi. Et même les hauts fonctionnaires étaient de notre côté pour cette analyse-là.
On peut aller sur un pays ouvert. Moi, il y a des textes qui sont tout à fait, disons, qui sont en vigueur. Il faut les appliquer. Et le pays doit aussi se regarder comment il s'implique aussi, les hommes et les femmes. Ce n'est pas normal quand même dans un pays où il y a un taux de chômage aussi important qu'on recherche des plombiers, on recherche des carreleurs, on recherche des charpentiers, et puis encore, personne ne veut travailler dans l'agriculture, personne ne veut travailler dans la canne. Là, il faut regarder comment on bâtit ce pays-là, on le reformate pour que la place qui est occupée par d'autres soit occupée par nous. Ça, je préfère le dire ainsi. Alors, sur l'immigration, Elie Califère, vous n'avez pas voté la loi? Non. Contrairement parce que aux deux autres, Olivier Servat et Max Patsazin, qui l'ont voté. Nous avons beaucoup débattu. Pour quelle raison? Nous avons beaucoup débattu. Moi, il y avait un texte une ligne qui me gênait particulièrement, c'est les enfants. Les enfants dans les centres de rétention, là, les enfants, là, ça m'allait pas. En plus, un principe de... Moi, je suis pour la République qui accueille. Je suis pour la République qui accueille. Et vouloir prendre pire encore, vouloir prendre les étrangers, on en a besoin, je te prends, un nouveau modèle, un peu esclavagiste se met en place. Je n'étais pas d'accord du tout. Olivier Servat et Max Patsazin ont fait une erreur politique en votant cette loi? Non, mais ils ont voté en leur et conscience. Mais moi, je veux dire, on ne met pas le droit là-dedans tel que c'était porté par M. Damanin, qui cherchait, à attirer, à aller vers le Rassemblement national pour désamorcer. C'est ça qu'on n'a pas voté. Vous l'auriez voté, cette loi, Jennifer Linon? Assurément. Moi, je vous dis une chose, c'est que c'est vrai. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde dans notre pays. Je suis catégorique là-dessus. Et je pense que quand je dis ça, je suis réaliste. Néanmoins, les deux mots que j'emploie, c'est réguler et encadrer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en l'absence d'une trop grande fermeté, il y a beaucoup de dérives. Et aujourd'hui, et celle qui vous parle est bien informée, je suis avocate, les centres de rétention, eh bien, ça déborde de partout. C'est parce qu'il y a un trop grand laxisme. C'est parce qu'il faut donc légiférer. Il faut être plus strict sur ce que nous voulons pour notre pays. Mais nous ne pouvons pas faire dans la demi-mesure. On s'abstient éventuellement, on vote contre. Mais on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas être silencieux. C'est l'avenir de notre pays. Elodie, une question. On a un internaute qui dit « J'ai entendu la Guadeloupe aux Guadeloupéens. Madame Le Pen dit la même chose, la France aux Français. Le discours se rapproche finalement du discours d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?» C'est pas tout à fait la même chose que nous disons quand nous disons, pour une fois qu'on est d'accord, on est d'accord quand même souvent. Enfin, c'est le truc électoral qui fait que bon, il faut se battre. Mais on est d'accord. C'est pas... Il y a travaillé ensemble, c'est pas le problème. Quand on dit quand même que, madame, ça mérite au plus profond, hein. On ne met pas d'enseignants guadeloupéens ici. Bon, ça met sur la Martinique pour prendre quelqu'un qui sort de Perpète, qui ne connaît pas la culture guadeloupéenne, et pour le mettre aux côtés de nos enfants, devant nos enfants. Comment voulez-vous qu'il y ait une transmission forte qui permet à nos enfants de réussir, qu'on n'ait pas le créole? Vous le dites ça à l'Assemblée? Donc c'est... Pardon? À l'Assemblée, vous dites ça? Vous exprimez comme ça? Devant mon groupe et devant tout le monde. Oui. Alors, qui me disent que alors, la réponse c'est quoi pour, mais la DGOM que nous avons interpellé, même, disons, le directeur, il y a DGOM qu'on a interpellé là-dessus, dans le cadre d'une mission que nous portons. Oui, c'est la France, c'est la seule nation. On nous répond ça, c'est la seule nation, c'est une seule fonction publique. Mais vous sentez quand même depuis quelque temps, messieurs, il y a un truc qui est pas très sain qui se joue là. Nos enfants partent, d'autres arrivent. Et c'est la même chose aussi. Moi, j'ai été le premier à réagir. Et quand on discute avec un cabinet ministériel de l'article 55, qui était dans la loi de mobilité. Jennifer Linon, c'est pas sérieux. Très en retard sur le temps de parole. Le temps de parole. D'accord. Vous dire que, alors, la Guadeloupe aux Guadeloupéens, les Français aux Français. Je suis une Guadeloupéenne française. Mais vous dire que, je suis claire sur une chose. Je suis contre donner un blanc-seing au Rassemblement national. Je suis contre le fait que le Rassemblement national gouverne et encore moins seul. Je dis simplement, eh bien, qu'en l'état actuel, là où le Rassemblement national n'avait pas de majorité, et là, avec les coalitions, ils n'auront pas, en tout cas, c'est ce que j'espère, pas de majorité, je dis que chaque fois, compte tenu de mon indépendance, compte tenu du fait que je ne sois pas enclavé dans un parti, il est de l'intérêt de la Guadeloupe de voter des lois qui s'appliquent sur le territoire national, dès lors qu'il y a une incidence positive pour le pays Guadeloupe. Voilà mon propos. Quand je dis ça, je ne cautionne pas
le Rassemblement national. Je suis contre cela. Pour autant, eh bien, quand on veut faire, eh bien, cela, enfin, en tout cas, empêcher que le Rassemblement national gouverne, ça ne veut pas dire qu'il faut voter Front populaire. Ça veut dire aussi qu'on peut voter ailleurs dès lors que les positions sont affirmées. Et j'affirme ma position aujourd'hui. Parfait. Évoquons un autre dossier. Si vous permettez, oui. Dans ce contexte que je ne connais pas, hein, Madame Linon pourrait m'éclairer sa position. Madame Daventure aussi, Lyot ne peut pas faire de groupe. C'est utile qu'il y ait le parti qui supporte Lyot. Il va rester majorité présidentielle, quelques LR, Rassemblement national, et ce que vous aimez bien, le nouveau Front populaire, en rappelant que le Front populaire de 1936 quand même a amené des choses agréables. Et quand même un saut qualitatif dans la vie des Français. Parce que Lyot, c'est un groupe qui s'est monté à la dernière minute. Heureusement que nos amis guadeloupéens sont arrivés pour monter Lyot. Lyot n'avait pas d'existence. C'était 15, il était 16. Quelle aventure vous êtes serez où, madame? Eh bien oui, ils sont arrivés à la dernière minute et ils ont eu le courage de le faire. Je vous dis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont 17. Il en faut 15 pour avoir un groupe. Alors aujourd'hui, et plus que jamais, je vous dis que c'est ici. Eh bien, c'est très bien. C'est ici. Oui. Et vous le savez mieux que moi. Vos calculs sont erronés. Mais ils sont pas loin de faire d'avoir un groupe, effectivement, à l'Assemblée nationale. Ils auront le groupe. Il faut la volonté, monsieur Planté. Avec plus de personnes relevant de la droite. Une question, Elodie. Puisqu'on parle des groupes politiques, pour vous, monsieur Califère, une question d'un internaute. Croyez-vous qu'avec NFP, vous serez mieux entendu avec un personnage comme Mélenchon à sa tête? Écoutez, Mélenchon à la tête d'un NFP, vous savez bien, ça pose problème. Aux autres constituants. On vous pose la question. Oui, mais non, mais je dis, alors ça me pose un problème. Je pense que l'affaire Mélenchon est réglée. C'est réglé. Je pense que Mélenchon essaie d'exister, c'est réglé pour Mélenchon. C'est réglé. Même son lieutenant n'est pas d'accord. D'accord. C'est réglé ça. Nous ne faisons pas peur avec l'affaire Mélenchon. Moi, Mélenchon, tout ce qui est extrême, ne m'intéresse pas. Vous connaissez bien ma position politique sur l'échiquier guadeloupéen. Le parti de M. Mélenchon fait partie du nouveau Front de gauche. Oui, mais c'est une coalition électorale qui devra s'accorder sur une plateforme électorale, et ce n'est pas M. Mélenchon qui sera Premier ministre. D'accord. Vous le savez aussi. Et qui sera Premier ministre? Je n'en sais rien, mais les partis se sont déjà accordés, ou ce que je sais, parce que je mène campagne ici, je m'intéresse à ma campagne aussi ici, ce n'est pas Mélenchon. On constate que ce Front de gauche n'a pas de leader. Le Front de gauche n'a pas de leader. Vous le reconnaissez ce soir. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de possible. Il n'y a pas de Valérie Labo. Il n'y a pas de personnalité forte qui se dégage. La personnalité forte, la France a beaucoup de problèmes pour trouver des personnalités fortes. Il en faudra une très prochainement. La France a beaucoup de problèmes, vous le savez, monsieur. Oui, mais on a laissé le temps de Mitterrand, le temps de Chirac, c'est évolué, hein. Donc ça pose un vrai problème, ça. À gauche, il n'y a pas de personnalité forte. Allez, à gauche comme à droite. Jennifer Linon, faites une réaction. Et bien sûr, cela, vous avez raison. Aujourd'hui, on a un nouveau Front populaire qui est déjà, la campagne n'est même pas terminée, elle est en cours, elle n'avait pas commencé, il y avait déjà un déchirement. Oui, Mélenchon est en train de se positionner, et c'est pas M. Califère qui pourra dire le contraire. M. Hollande est sorti par la porte, il est revenu par une fenêtre, et c'est pas vous qui allez dire le contraire. Aujourd'hui, on ne sait pas où aller. Et ce qui me chagrine le plus, c'est que le nouveau Front populaire a quand même décliné un programme. Il a décliné un programme et on me dit demain, on ne sait pas comment on va faire. Mais comment on applique le programme? On a demandé à la population de voter pour nous, pour un programme. On a demandé aussi, et je m'intéresse surtout à l'application du programme ici, chez moi, en Guadeloupe, chez nous. Quand on me dit qu'on va mettre le SMIC à 1 600 €, mais je suis la première à dire que je suis d'accord. Sauf que je pense à mes très petites entreprises, à mes TPE, mes PME. On n'a pas d'holding ici. Comment faisons-nous? Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune, mais en 2009, il y avait le LKP. Oui. Et le LKP avait fait quoi? Il y avait l'accord Bino. Je m'en souviens. Eh bien, c'était 200 € pour les salariés. D'accord? Combien d'entreprises j'ai défendues devant le Conseil des prud'hommes parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire? Combien de salariés j'ai défendus? Il y a une fracture entre les salariés et les employeurs. Et aujourd'hui, on me dit le SMIC, mais qu'est-ce qu'on fait? OK? Le SMIC, il n'y a pas de problème. Derrière nos très petites entreprises, comment on les accompagne pour pouvoir financer ce SMIC-là? Parce que ce n'est pas l'État qui paye le SMIC. Il faut qu'on se le dise franchement. Ce n'est pas l'État qui paye le SMIC.
Alors qu'on dise ça à la population, et là, c'est pas une proposition qu'on va avoir dans quelques temps, c'est là, dans les 100 premiers jours. À ce propos, un internaute demande faire revenir les jeunes au pays, oui, mais avec quel salaire? Alors, là, c'est une question qui est différente. C'est-à-dire, on s'accorde sur un principe. C'est-à-dire, le principe selon lequel, à compétence égale, priorité à la Guadeloupe. Maintenant, le salaire, on est sur le marché de la concurrence. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, eh bien, qu'un community manager aura le même salaire qu'un, je sais pas moi, qu'un directeur des ressources humaines. À cela aussi, il faut qu'il y ait, eh bien, en fonction des compétences, en fonction du poste, un salaire qui soit adapté. Et ça revient à mon premier propos. Quelles sont les aides que nous mettons en place pour pouvoir supporter de tels salaires? Mais un salaire adapté à la vie chère. Assurément. Assurément. La vie chère, c'est pas alors, ce n'est pas une utopie. Elle existe aujourd'hui. Alors, si on me parle de bouclier qualité-prix, c'est parce que ça existe. Si je demande à ce que les prix du billet soient revus, c'est parce qu'elle existe. Alors, j'ai envie de dire une chose aussi, parce qu'on a toujours tendance à parler que des salaires, que des salaires. Il faut aussi parler de tout ce qu'il y a en périphérie du salaire. Parce que le salaire est ce qu'il est. Mais si derrière, vous avez eh bien, des facilités, des prix qui sont moins chers, des taxes qui n'existent plus, vous avez un pouvoir, pas d'achat, j'aime pas cette formule-là, mais vous avez un pouvoir de vivre dignement qui est plus intéressant que si, eh bien, vous avez un petit salaire avec de fortes charges. Dans le nouveau Fonds populaire, vous avez des choses pour le pouvoir de vivre là-dedans. Jennifer Nilon, est-ce qu'il faut, selon vous, il faudrait revenir sur certaines réformes, notamment la réforme des retraites? Oui, alors sur cela, la réforme des retraites, nous sommes en 2024. C'est vrai que l'espérance de vie n'est pas la même qu'autrefois. D'accord? Néanmoins, je suis contre ceux qui vont nous dire on va revenir dessus et on remet la retraite à 60 ans. Il faut des audits, il faut des commissions. La façon de faire des audits avec le gouvernement Attal ou autre ne sont pas les mêmes. En fait, c'est pas les mêmes personnes qui sont sensibilisées, ce sont pas les mêmes personnes qui font les rapports. Moi, au-delà de cela, c'est surtout les minimaux. Les minimaux sociaux que nous aurons à mettre en place. Moi, ce que je n'entends pas et ce que je veux défendre farouchement, c'est par exemple pour les indépendants. Des indépendants qui ont travaillé pendant toute leur vie et qui ont des retraites qui sont en dessous du minimum pour vivre du RSA ou tout cela. Il faut véritablement ajuster. Ça peut même faire 19 € par mois. Pardon? Ça peut même faire 19 € par mois. Eh ben oui, peut-être, mais non, je vous dis comment c'est Monsieur Khalifa, ce que je dis, merci de me conforter. Merci mais beaucoup. Nous avons le même, mais il nous faut avons le même problème. C'est vous qui mettez de la différence, ça n'existe pas. Je n'ai pas de différence. Je veux plus d'action. Voilà ce que je veux. Je veux que ça bouge. Je ne dis pas que ça doit bouger vite. Je dis que ça doit bouger tout simplement. Ça ne bouge pas seul. Mais Jennifer Linon, vous êtes en train de vous affranchir en fait du GUSA quelque part. Parce que jamais. Mais non, mais vous me parlez de l'IOT, vous me parlez, mais il y a ensemble. Alors, ensemble. Bah, alors, écoute, la majorité présidentielle. Qu'on se dise les choses. Oui. C'est vrai. Oui. Ici, ah bah oui, c'est vrai. Vous me connaissez. Non, c'est Jennifer Linon. C'est Jennifer Linon qui vous parle. Je suis au GUSA. Je l'assume et au contraire, je le revendique. Mais néanmoins, ce qu'il faut entendre aussi aujourd'hui, c'est que le GUSA n'a jamais eu une carte ensemble. Alors, il a changé de nom entre-temps, il a évolué. Le GUSA, à un moment, en effet, en 2017 et en 2022, il y avait des extrêmes. Celui qui sortait la tête de l'eau, c'était Macron. Alors, il y a eu ce choix-là. Mais est-ce que, Monsieur Planté, vous ne m'avez pas vu devant Darmanin, quand il s'agissait de défendre l'octroi de mer parce qu'on voulait le supprimer, eh bien, nous étions là. Nous étions là. Vous dire que on n'est pas, je ne suis pas estampillé Macron. Et je revendique plus que jamais ma liberté. Alors, oui, quand il faut chercher les intérêts de la Guadeloupe, il peut y avoir eu des décisions. Et d'ailleurs, le GUSA n'a pas été le seul à voter Macron à une époque. Mais moi, je parle du GUSA, oui, pas des autres. Oui, mais le GUSA n'a pas été le seul. Le GUSA a affirmé, là où certains, eh bien, t'es qu'à faire peut-être des cases, pardonnez-moi l'expression, le GUSA l'a affirmé, mais aujourd'hui, le GUSA n'a pas de difficulté. Et si aujourd'hui, je dois porter cette parole-là, je n'ai aucune difficulté à le faire, parce que personne ne me fera aujourd'hui siéger au sein de la majorité
présidentielle. C'est clair, c'est définitif et il n'y a aucune difficulté dessus. Elie Califert, vous avez combattu, en tant que député sortant, vous avez combattu les réformes d'Emmanuel Macron. Si vous êtes dans une coalition, ce sera difficile de si vous permettez que je dise 2 mots sur, disons, le SMIC. Oui. Pour vous dire que là, il y a, disons, un besoin, mais une nécessité d'un pouvoir vivre ici comme ailleurs. D'accord. Les gens sont dans la précarité. 2 000 euros en même temps, madame a raison sur laquelle... la question du retour. Ce que les jeunes nous disent, pourquoi ils ne retournent pas ici, les salaires ne sont pas attractifs. Donc nous avons une vraie problématique devant nous, au-delà des arguments, disons, ponctuels d'une élection, une vraie problématique. Le chef d'entreprise qui vous écoute ce soir, nous les avons rencontrés, et pas seulement maintenant. Le problème du SMIC augmenté, ça date pas de 2024. En 2022, ils m'ont dit la même chose, et nous avons prôné, disons qu'on regarde un autre développement pour le territoire. On a voulu l'obtenir, mais on nous a offert le SIOM pour l'instant. Et il faut des mesures d'accompagnement, des mesures sur les prix, sur la cherté de la vie, et sur les prélèvements sociaux. Il faut des outils d'accompagnement. Et plus encore, il faut qu'il y ait dans notre territoire, ce qu'on demande et qu'on redemandera encore, que ce territoire, et particulièrement le Sud-Basse-Terre, soit en zone de revitalisation rurale où il y a des comment dirais-je, des outils qui permettront à l'entreprise de pouvoir monter. C'est sûr que ici là, permettez-moi, l'entreprise guadeloupéenne ne peut pas tenir. Mais en même temps, vous avez qu'à combiner le pouvoir de vivre. Car les gens ont besoin de vivre et d'accompagner leurs enfants. Ça, c'est une vraie problématique. Donc, il faut que les entreprises soient accompagnées. Un sujet sur lequel on ne vous a pas encore entendu. Il est déjà 19h. Oui, il n'a pas répondu à la question Elie Califert. Sur les réformes, est-ce que vous les avez combattues? Oui, vous les avez combattues en étant dans une coalition nationale. Oui, d'accord. Sur les réformes des retraites, vous allez oublier. Pardon? Vous allez oublier. Mais non, mais je vous trouve particulièrement... Non, je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne vous connaissais pas ainsi, mais enfin, il y a des moments où il faut le faire. Peut-être que... Écoutez, sur les retraites, il n'y a pas de souci. Il faut revenir là-dessus et surtout intégrer les critères de pénibilité. Moi, mon père était maçon. Je vois mal mon père à 67 ans encore sur l'échafaudage. Je vois mal un cousin couper de la canne à 67 ans. Il faut revenir sur les critères de pénibilité et à la limite, ce qu'il y a à voir, c'est comment on peut financer autrement les retraites. Elie Califert, je vois mal justement revenir sur cette réforme que vous avez combattue en étant avec la majorité présidentielle dans une coalition nationale. C'est ça que je vous pose comme question. Vous avez déjà mis les gens avec la majorité. Non, mais je vous pose la... Mais oui, mais c'est... Dans l'hypothèse où vous êtes dans une coalition nationale, ça dépendra est-ce que vous allez... Ça dépendra de... S'il y a une majorité, s'il y a une coalition, monsieur Planté, vous savez bien, ça cause une plateforme. Vous êtes d'accord avec moi quand même? On n'a pas encore la plateforme. Non, pas trop vite quand même. On perd les gens. Mais non. Mais la retraite est un sujet, je pense, qui va être la ligne rouge quelque part. Oui, ce sera au niveau national, je pense. Ce sera la ligne rouge. Et moi, je vais être souci sur ça. Autre sujet qui est aussi la ligne rouge, alors peut-être pas au niveau national, mais au niveau guadeloupéen. Jennifer Linon, vous avez pratiquement 4 minutes de retard de temps de parole. Le sujet de l'eau. L'eau qui ne coule toujours pas abondamment et en qualité dans les robinets guadeloupéens. On a encore l'exemple du côté des haies. Que faire? Que faire, vous, député, demain? Alors, sur ce sujet, j'ai envie de vous dire, et je prends toutes mes responsabilités pour le faire, je pense qu'on a fait un faux procès. On a fait des faux procès au niveau de l'eau. On n'est pas allé chercher là où ça faisait, là où il y avait les vraies difficultés. Vous dire que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est 400 millions d'euros qui ont déjà été investis sur l'eau. Et pourtant, j'entends encore et encore cette problématique où il manque de l'eau à Capesterre-Belle-Eau, il manque de l'eau dans les hauteurs de vos habitants, il manque de l'eau un petit peu partout. Vous dire que il faut véritablement ce plan au niveau de l'eau. Mais attention, vous avez vu qu'il y a une structure qui a des décideurs locaux. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités aussi dans tout cela. C'est-à-dire qu'il faut que l'État vienne véritablement autour de la table. Et il faut aussi verser tous les fonds qui ont été promis au niveau. Alors c'est vrai qu'il y a un effort qui est conséquent, mais il faut aller plus loin. Si vous voulez aller plus vite, si vous voulez aller plus loin, il faut à un moment ou à un autre, c'est vrai,
J'entends qu'il y a des difficultés budgétaires. Alors, vous laissez le dossier à l'État, financièrement, c'est l'État qui doit payer? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'État doit jouer le jeu de manière plus franche. Je dis simplement, que nous devons avoir une gouvernance qui soit plus adaptée. Je dis aussi, que nous avons laissé les canalisations là, sans entretien. Aujourd'hui, on parle de toute une population. Les travaux sont faits par à-coup. On les fait, avec un calendrier plus ou moins contraint. Mais aujourd'hui, il faut véritablement un plan. Et l'État ne peut pas se contenter, en tout cas, de venir abonder régulièrement. Il faut l'écrire, il faut le calendrier. Et je salue tout de même le travail qui est fait. Mais avec quels moyens? Il y a le personnel qu'il faut gérer. Parce que ce sont des structures aussi. Ce sont des hommes et des femmes qui, devant la masse de travail, la charge de travail, des fois se disent, attention, c'est dur, c'est difficile. Voilà. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, de toutes les façons, ça sera réglé demain. Oui. Ce serait une utopie. Mais quelle est la réponse politique? La réponse politique aujourd'hui, c'est qu'il faut véritablement que l'État soit véritablement au soutien des collectivités, qu'on aille beaucoup plus vite, que les fonds soient affectés beaucoup plus vite, et surtout qu'il y ait un calendrier déterminé qui soit affiché. C'est un vrai sujet et je peux vous dire que je suis particulièrement à l'aise là-dessus. Et c'est vrai qu'on a fait un procès à Hernandez, on a fait des choses, mais on n'est jamais allé chercher la responsabilité. Un fermier qui s'en va et qui donne les primes les plus exorbitantes à tout le monde et qui se barre et on accuse les Guadeloupéens. Qui ne s'est jamais inquiété des réseaux, et on nous a accusé encore, il faut accuser les élus. Peut-être qu'ils n'ont pas été très réactifs. Écoutez, sur l'eau, Marseille a eu des problèmes avec ses écoles primaires. Le président de la République se déplace à Marseille, et il décide que la reconstruction des écoles primaires de Marseille, compétence de maire, sera prise en charge par l'État, par le biais d'une opération d'intérêt national. Je l'ai demandé à l'Assemblée nationale que l'eau en Guadeloupe soit déclarée d'intérêt national et que soit financée par l'État, pas par les collectivités qui font le nécessaire. En même temps, il faut le dire que il y a des chantiers qui démarrent. Il faut le dire aussi, même si nous sommes en campagne, il y a des chantiers qui démarrent, mais ça prendra du temps pour accélérer tout ça. Il faut que l'État, déclare ça d'intérêt national. C'est aussi dans le programme du nouveau populaire. C'est là-dedans. Élodie. Et ça, on doit pouvoir le partager, parce qu'on n'arrivera pas si on est tout seul. Une question sur le chlordécone. Qu'avez-vous fait, Monsieur Califert, pour le chlordécone? Et Madame Linon, qu'entendez-vous faire pour ce dossier? Je pense que c'est... Pardonnez-moi. Qu'avez-vous fait d'abord? Oui, je pense que c'est un sujet, comment dirais-je, très important. Moi, j'ai essayé modestement, avec tous les travaux qui avaient déjà été faits depuis, je peux vous dire, il est décédé tout récemment, l'ancien maire de Cap-Esther, Monsieur Beaugendre, Madame la députée de Mathias Jeannie Marc, et bien sûr le travail qui a été fait aussi par Justine Bénin, Monsieur Letchimi et Madame Vainqueur. On a pris le relais. Le relais, pourquoi on est... Parce que je le disais tout récemment, nous avions tenté de déposer deux propositions de loi par rapport aux non-lieux qui nous avaient affectés et brutalisés. Ça, c'est... Bon, un élu, on va faire de commentaires, quoi, mais quand même, ça nous a brutalisés. Donc, j'avais déposé une première proposition de loi sur le crime d'écocide, parce qu'il faut un outil juridique pour faire avancer ça. Nous sommes revenus en crantant la responsabilité de l'État. Je peux vous dire, madame et messieurs, que c'était compliqué. On a cranté ça, et maintenant, il faut aller plus loin. C'est l'indemnisation. Parce que comme cet empoisonnement, avec tous ces effets sur la santé des hommes, des femmes, le développement des enfants, l'État doit quand même entendre nos difficultés et ne pas tout le temps nous rejeter, nous renvoyer à nous-mêmes. Et il faut mettre en l'indemnisation intégrale, la dépollution et la recherche scientifique, car au niveau scientifique, d'après ce que certains experts nous disent, que nous avons auditionné, qu'il y aurait quand même quelques effets sur des cancers qui affectent les femmes. Et je peux remercier tous ceux et toutes celles ici en Guadeloupe qui nous ont accompagnés là-dessus et saluer
saluer quand même Harry Dumel, qui fut l'un des premiers à porter cela. Et on l'a auditionné, et avec passion, on a auditionné M. Domota, qui préside une association, et qui nous avait souhaité bonne chance. Mais là, on a pu être ensemble, tous les ultramarins, et faire que le groupe aussi nous accompagne là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus. On pourra être d'accord sur cela. Moi, il n'y a pas de souci. Le chlordécone, les pollutions. Et quant au plan chlordécone 4, on peut pas nous amuser avec 130 millions. Et lorsqu'on on tape un peu, ils mettent 40 millions. C'est pas sérieux. Je fais savoir, et personne ne le connaît, ce plan-là. Et quant à l'indemnisation actuellement, et Madame Linon disait faut justement tout à fait, elle porte des procès. Mais vous savez que c'est pas un fonds, comment dire, pour l'indemnisation des victimes de la chlordécone, hein. C'est sur les victimes des pesticides. Donc il faut véritablement un fonds dédié, comme on a su le faire, pardonnez-moi, comme on a su le faire pour l'amiante. Merci, M. Khalifa, de me donner raison. Je pense que ce sujet, chlordécone, c'est un sujet important. Capesterre, en fait, les communes du Sud Basse-Terre, la population a véritablement souffert de cela. J'ai vu des familles, j'ai vu des hommes et des femmes mourir, mais j'ai vu aussi des familles se déchirer. Parce que quand vous avez quelqu'un de malade, il faut des aidants, ce n'est pas évident. Vous dire que cela m'a touché quand il y a eu ce non-lieu. Ce non-lieu, c'est difficile parce que vous travaillez. Et moi, en ma qualité d'avocat, j'accompagne régulièrement. Je suis partie civile. J'ai eu à conseiller également la région qui s'est portée partie civile en qualité de conseillère régionale. Vous dire que oui, il faut la décontamination, il faut l'indemnisation, mais là, et je l'ai dit, je le dis régulièrement, il n'est pas normal. Vous savez comment ça se passe quand vous êtes victime, eh bien, d'un accident sur la voie publique. Il y a un fonds d'indemnisation. Quand vous êtes victime d'une infraction, oui, il y a un fonds. D'accord? Ça passe devant une juridiction, la CIVI par exemple, et ensuite on évalue le préjudice. Le préjudice, ça se chiffre. En droit, on dit tout le préjudice et rien que le préjudice. Je n'accepte pas qu'on puisse, alors qu'on avait reconnu le chlordécone avec des maladies, en tout cas professionnelles. C'est 3 000 €. 3 000 € que vous donnez, en fait, des pécadilles que vous donnez à certaines personnes. Il faut, eh bien, qu'il y ait une méthode, au-delà, eh bien, du fait de la reconnaissance, eh bien, comme étant cette maladie qui est tuée. Il faut, premièrement, le fonds, mais il faut aussi pouvoir déterminer le préjudice. Quel préjudice? Est-ce qu'il y a eu une maladie? Est-ce qu'il y a eu ensuite un préjudice moral? Il faut qu'il y ait tout ça. Ça doit se chiffrer. Ça se chiffre avec des experts et ça se chiffre devant des fonds, devant des commissions qui sont spécialisées. Je dis non à des commissions globales qui viennent par accessoire nous accorder quelques fonds. La Guadeloupe n'avait rien demandé. Quand on a continué, eh bien, à polluer nos terres ici, on n'avait rien demandé. On n'était même pas au courant. Alors qu'aujourd'hui, on indemnise à la hauteur de l'indemnisation, à la hauteur du préjudice. Jennifer Linon, a maintenant 2 jours du scrutin du second tour des législatives. Est-ce que selon vous, les jeux sont faits? Mais je vous pose la question. Les jeux ne sont jamais faits. Les jeux ne sont jamais faits. J'ai envie de vous dire que quand je me suis positionnée sur la ligne de départ, on me disait, ah oui, mais de toutes les façons, il y a un député sortant, il n'y avait personne la dernière fois. Ça va se jouer et certainement dès le premier tour. Vous avez songé à désister? Jamais. Jamais. Je n'ai pas le caractère d'une personne qui se défile. Vous assumez vos responsabilités jusqu'au bout. Je ne critique pas les autres pour ce qu'ils ont fait avant, mais moi, je vais jusqu'au bout. Et vous dire que j'ai toujours en mémoire, eh bien, ce qui s'est passé, par exemple, en Martinique. Serge Letchimy est en avance. Il avait 11 000 voix. Alfred Marie-Jeanne est revenu. Et puis ensuite, il gagne les élections. Vous dire qu'il n'y a pas de vent contraire pour ceux qui savent là où ils vont. Je suis dans le cadre d'une élection législative. J'ai su défendre mes idées, défendre mes valeurs. Il y a 5 000 personnes qui m'ont fait confiance. Je demande à ces personnes-là, eh bien, de convaincre. Je demande à tous les auditeurs, eh bien, de prendre le temps d'analyser et surtout de voter. Que dites-vous ce soir aux électeurs qui ont porté leur voix sur la liste du Rassemblement national, sur la candidate du Rassemblement national, puisque le Rassemblement national a fait un gros score dans cette 4e circonscription? Vous dire que nous avons résisté. Vous dire que ma candidature a impulsé quand même une dynamique. En 2022, vous n'êtes pas sans savoir que le taux de participation n'était pas le même. Aujourd'hui, il y a, eh bien, des idées, un débat, un beau duel. Les personnes ne se sont plus concernées. Ma population, mes amis, en tout cas la population de la 4e circonscription, est plus concernée. Aujourd'hui, eh bien, je demande de venir et de me rejoindre parce que nous devons aller défendre la Guadeloupe. Ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, des fois, ils l'ont fait par défiance parce qu'il y avait, eh bien, cette fracture
Ma candidature, c'est celle de changement positif, d'une certaine alternance. Il faut guérir cette fracture entre le politique et la population. On ne peut plus, se permettre de rester chez nous. Vous dire plus que jamais que je demande, à la population de la 4e circonscription de me faire confiance et de voter et de faire voter pour Jennifer Linon. Je compte assurément sur elle. Avant vos conclusions, la question aussi vous concerne Elie Califert. Vous arrivez largement en tête au premier tour. C'est gagné d'avance. Vous dites ça y est, c'est joué. Écoutez, c'était gagné d'avance. C'est plié et que bon. Si c'était gagné ou perdu d'avance, nous ne serions pas là. Nous sommes avec vous, répondant à votre invitation. Oui. On le fait parce qu'on a beaucoup de respect pour la démocratie et parce qu'on doit convaincre les électeurs. Et moi, je demande à tous les électeurs qui ont pu apprécier le travail que nous avons pu réaliser, d'aller encore solliciter leurs amis, leurs camarades, leurs enfants. Il faut que la démocratie vive sur le territoire. On peut pas se contenter de ces taux de participation aussi infimes, aussi faibles. Il faut qu'on puisse, croire à la démocratie. Ma candidature mes candidatures sont toujours des candidatures d'espoir, d'apaisement, d'espérance. On pourra toujours, et je dis ici pour répondre à la participation aux électeurs du Front National, Rassemblement National, c'est vrai que la colère n'est jamais mauvaise, bonne conseillère. Il faut comprendre qu'il y a des difficultés, certes, oui, mais on peut changer les choses. Et nous sommes là maintenant dans un tournant où la République va se réinterroger. On va réinventer les choses au niveau national. Parce que ceux qui ont gouverné avant ont bien compris là où ils ont mené le pays. Les conclusions à présent, on va commencer par vous, Jennifer Linon. Merci. Vous dire que je demande à la population de la 4e circonscription de me faire confiance. De me faire confiance parce que plus que jamais, je me suis affirmée ici et parce que je veux être une députée de la liberté. Je refuse d'être enclavée par le jeu des partis. Vous dire que je sais qui je suis. Quand on a parlé, en tout cas, de ce débat-là, je connais mes racines. Je suis la fille de Delgrès, je suis la fille de Marie Scondé, je suis la fille d'Ignace. Je n'oublie pas et je n'ai pas le droit d'oublier. Mais vous dire que je sais aussi vers où je veux aller. Je sais ce que je veux pour mon pays, plus que jamais. Vous dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas que la Guadeloupe soit prise dans le feu des partis nationaux. C'en est assez. Peu importe ce qui va arriver, nous devons nous affirmer, nous devons aller, à l'Assemblée nationale avec une députée indépendante qui s'affirme. Et c'est pour cela que je demande, à la 4e circonscription, de voter et de faire voter pour Jennifer Linon, mais aussi pour mon suppléant, un homme courageux, un homme sage, qui a beaucoup de sagesse, Monsieur Patrick Dolin, qui est un homme de Capesterre-Belle-Eau. Elie Califert, votre conclusion. Je vous remercie pour cette invitation et remercie Madame Jennifer Linon pour le débat. Je pense que nous débattons sereinement, avec passion, avec ardeur, mais l'intérêt pour moi, c'est toujours le pays Guadeloupe. Et moi, je ne crois pas à la défense de la population concernant les élus. J'ai été élu parfois à 80%. Les élus, les personnes, quand les élus sont en proximité et répondent à leurs aspirations, ils adhèrent. En tout cas, moi, je dans la 4e circonscription aux populations de Bouillante et Capesterre, on a pris le bon chemin. On est sur le chemin de la victoire. Parce qu'il y a une expérience qui est dans le service du pays, il y a une confiance au service du pays, il y a aussi de l'action au service du pays, et je suis accompagné d'une femme dynamique, mais très dynamique de Capesterre, et je pense que le pays l'a reconnu. Le pays a reconnu son manière de fonctionner, sagesse, pertinence, mais en même temps résolument. Quand il faut taper, je tape. Quand personne se tait, tout le monde se tait. Je suis là, je dis les choses. Voilà un peu la situation. C'est la République qui est en jeu. Il faut que les Guadeloupéens qui s'inscrivent dans la République aussi fassent le travail. Comme nos parents ont fait le travail lors de la dissidence, venir au secours de la République. Et pour le faire, faut envoyer à l'Assemblée nationale un élu du nouveau Front populaire pour pouvoir construire une majorité alternative. J'y crois toujours. Merci à vous, Elie Califert. Merci également. Merci à vous. Jennifer Linon pour la qualité des débats de ce soir. Un débat riche et nourri sur nos antennes. Et c'est donc la fin de cette c'est le dernier débat, saga des débats. Avant la grande soirée électorale de samedi soir. À partir de 19h pour la grande soirée électorale en compagnie de Christophe Langlois également. Et bien évidemment, vous allez suivre ce second tour tout au long de la journée avec tous nos reporters positionnés dans les communes de Guadeloupe. On vous laisse entre les mains expertes de Judith qui n'attend plus que ça. Bonne soirée. Bonne soirée. On peut